Jusqu'à quel point l'intelligence artificielle va-t-elle bouleverser le monde de l'emploi? C'est une question qui se pose de plus en plus, entre autres à cause de la vitesse à laquelle la technologie évolue. Depuis quelques mois, les scénarios de perte massive d'emplois se multiplient et touchent différents secteurs, de la finance au droit, en passant par la logistique et bien sûr l'informatique. Ces perturbations sont le résultat du développement d'IA capable d'une certaine forme de raisonnement et d'autonomie, ce qu'on appelle l'IA agentique. Mais ces IA autonomes inquiètent aussi parce qu'elles pourraient être adoptées par les armées du monde entier. Ce matin, on vous propose un reportage de Yannick Dumont-Baron sur l'IA agentique et le monde du travail. On poursuivra ensuite la réflexion plus largement en compagnie du chercheur et expert en intelligence artificielle, Philippe Baudouin. Ces temps-ci, il est assez facile de trouver des gens vantant les avancées et le potentiel de l'intelligence artificielle. Il y a un tsunami technologique qui arrive avec un fait totalement nouveau dans l'histoire de la civilisation, c'est que l'intelligence va devenir gratuite. On va vivre un immense âge d'or des services. L'IA va créer tellement d'opportunités de business, de machin. Non, c'est pas de la science-fiction, c'est tout simplement la nouvelle génération d'intelligence artificielle, les IA agentiques. Nous sommes en train de vivre une transformation silencieuse. Le terme à retenir ici, c'est celui de l'IA agentique, c'est-à-dire une sorte de logiciel relativement autonome, un agent qui ne fait pas que répondre à vos questions. Il peut s'activer, enchaîner les étapes sur votre ordinateur afin d'atteindre l'objectif que vous lui avez fixé. Dans la vraie vie, c'est un peu comme un assistant virtuel qui trouve et réserve à votre nom le billet d'avion le moins cher. Une partie de l'engouement vient de la récente mise en ligne des produits de la société Anthropic avec son modèle baptisé Claude. Des équipes informatiques entières ont transformé leur façon de travailler grâce à Cloud Code. Vous aussi, vous pouvez devenir un super-humain et en profiter. Il est en train d'aller dans la barre de recherche. À ce moment-là, regardez bien, je ne touche pas du tout au clavier. C'est lui qui travaille à ma place. Il a rentré Elliot Piré. OpenAI a aussi un outil semblable appelé Codex. Pour tenter de comprendre l'enthousiasme qui se propage en ligne, j'ai d'abord approché un geek de l'informatique. Alors, grand écran courbé. Oui, écran panoramique. On imagine qu'il y a beaucoup d'heures qui se passent ici. Oui, tout à fait. Cela fait quelques mois que Miguel Tremblay expérimente avec Claude Code, un assistant de programmation qui suscite beaucoup d'émerveillement chez beaucoup d'utilisateurs. C'est extrêmement puissant parce que j'ai pu à connaître tout ce que mon ordinateur est capable de faire. Claude Code le connaît, est capable de l'exécuter pour moi. J'ai juste besoin de lui parler en langage naturel et puis on échange en français tout le temps. Son enthousiasme, c'est pour une technologie qui a le pouvoir de multiplier ses compétences informatiques et d'agir bien plus vite qu'un humain. Je suis énormément plus productif en faisant ça. Mes connaissances, je gère maintenant des langages de programmation que je ne connais pas. Ça fait que dans des organisations, rapidement, tu peux avoir des individus qui, sur certaines tâches, deviennent 10 fois plus productifs. L'excitation vient de là. Bien guidés, ces agents peuvent reproduire par eux-mêmes une bonne partie des tâches que Miguel Tremblay pourrait réaliser dans son sous-sol à Montréal. Voilà le cœur de cette progression. L'IA ne fait plus que répondre aux questions, elle passe à l'action. Que tu rédiges un article en Wikicode pour Yannick Dumont. En quelques phrases, il demande à l'IA de préparer le brouillon d'une page Wikipédia. L'agent va sur le web, analyse l'info trouvée. Un premier jet de texte s'affiche à l'écran en moins de 15 minutes. Voilà. Donc, journaliste québécois correspondant à l'étranger pour Radio-Canada. Il est en poste. Le résumé est factuel, rédigé dans le style neutre qui caractérise Wikipédia. Ne reste plus qu'à vérifier le tout. Pour l'instant, la communauté qui gouverne l'encyclopédie refuse que ces pages soient écrites en s'appuyant ainsi sur l'intelligence artificielle. Je n'ai aucune expérience en programmation. Tu dois... Les agents comme Claude Code ne sont pas parfaits, mais ils permettent de faire beaucoup, même sans grandes connaissances informatiques. Il s'agit de poser des questions, de se laisser guider étape par étape et de faire confiance à la machine. En moins de 30 minutes, l'agent autonome a créé une première version d'une revue de presse personnalisée à mes besoins et livrée à l'heure qui me convient. Wow! OK.
J'ai une revue de presse. Là, ce que je constate, c'est que... Un accomplissement modeste qui m'a tout de même surpris. Une expérience qui lève le voile sur tout un univers de possibilités auparavant inaccessibles, sans connaissance en programmation. Les premiers qui ont remarqué le potentiel perturbateur de ces agents, ce sont bien sûr ceux dont le métier tourne autour de l'informatique. C'est des bouleversements, en fait, qui nous amènent à revoir notre façon de penser, qui nous amènent à très rapidement s'adapter à ces nouveaux outils-là pour pouvoir mieux les utiliser, comprendre comment on va évoluer avec ça, donc s'adapter en se formant. Marie-Gabrielle Ayoub est la directrice générale de Wagon Canada, une entreprise qui forme des développeurs et des programmeurs à Montréal. Oui, il y a des emplois qui vont disparaître parce qu'ils n'auront plus de sens, mais il y a d'autres emplois qui vont être créés parce qu'en fait, ça va générer des nouveaux besoins. Donc, ce qu'on voit, c'est que le métier de développeur est transformé dans le sens où il a un outil qui peut coder à sa place, peut l'accompagner, l'aider dans toute la partie code. S'il est moins sollicité sur la partie code, il va pouvoir être plus sollicité pour une autre valeur ajoutée qu'apporte l'être humain, comme la pensée critique, l'analyse, la créativité. Marie-Gabrielle Ayoub conseille aux étudiants du wagon de rester curieux et ouverts aux changements qui vont s'imposer avec l'intelligence artificielle. Ce qu'on voit émerger en fait, dans les besoins des entreprises, c'est ce type de profil-là. Des profils qui vont être capables de s'adapter très rapidement, d'avoir la curiosité de chercher un peu plus loin que ce qu'on a sous le nez. Ce profil de personne est aujourd'hui très en demande et va l'être encore plus parce que les choses bougent beaucoup plus rapidement qu'avant. Job apocalypse, voilà l'expression à la une des télés américaines. Ces vagues de licenciements liées à l'intelligence artificielle, 14 000 postes annoncés chez Amazon, 15 000 chez Microsoft, les exemples Un peu partout en Occident, les progrès rapides de l'intelligence artificielle sont utilisés pour justifier d'importantes mises à pied. Les patrons assurent pouvoir faire aussi bien avec moins d'humains. Le potentiel de perturbation est bien évident, ce qui a fait chuter la valeur boursière de nombreuses entreprises. Des comportements qui signalent une nervosité chez les investisseurs et peut-être aussi la peur de passer à côté de quelque chose d'important. Il y a tout un discours sur l'adoption de l'IA comme étant un moyen infaillible d'augmenter la productivité. Professeure à l'Université du Québec en Outaouais, Julie Garneau s'intéresse notamment aux impacts de l'IA dans nos sociétés. Elle croit que bien des entreprises auront besoin de temps pour adopter ces nouveaux outils à leur fonctionnement interne. C'est certain que dans des stratégies d'affaires qui favorisent le plus bas coût, les technologies qui substituent les emplois, eh bien là, ils sont bienvenus et puis on peut les adopter plus facilement. Dans une organisation qui valorise la qualité du service ou le jugement, comme chez les avocats, bien là, l'adoption de ces technologies-là sont à prendre avec un peu plus de prudence, disons. Donc, effectivement, peut-être que l'adoption va être plus lente. Les syndicats devraient aussi avoir leur mot à dire sur le rôle que peut prendre l'IA dans un milieu de travail. Et puis, à ceux qui craignent que trop d'emplois disparaissent, Julie Garneau offre une réflexion sur la confiance qu'un employeur peut accorder à ses agents tout-puissants. Ce qu'on voit présentement, c'est que même si l'IA transforme le travail, prend des tâches, raccourcit peut-être nos tâches, on va avoir besoin des gens de plus en plus compétents, professionnels, parce qu'on va demander de plus en plus aux gens sur le marché du travail d'être capables de vérifier l'exactitude de ce que l'IA va leur proposer. C'était un reportage de Yannick Dumont-Baron qui nous l'a bien expliqué, à la différence des moteurs de recherche intelligents ou encore des agents conversationnels. L'IA agentique, elle est relativement autonome. On va en discuter. Bonjour, Philippe Baudouin. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialisé en intelligence artificielle et je n'ai pas pu m'empêcher de vous voir sourire à quelques reprises, notamment lorsqu'il a été question de Claude Code. Je crois que vous connaissez déjà très bien cette technologie. Oui, c'est dans mon quotidien, je programme relativement souvent et c'est un outil que j'ai découvert et à ma surprise d'une certaine manière parce que jusqu'à
Jusqu'à l'année dernière, assez tard, je croyais que c'était pas pour moi. Et, j'étais un programmeur aguerri. Je me dis, j'ai pas besoin de quelqu'un pour programmer à ma place. Un puriste. C'est comme ça que je me décrivais, en fait, oui. Et j'utilisais des outils d'intelligence artificielle, bien sûr, mais qui étaient un petit peu sous la forme de complétion de texte. On écrit du code et puis ça complète le code à notre place. Depuis début janvier, je me suis mis à Claude Code et je dois dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Là. Bon, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous? En quoi cela vous facilite-t-il tant la tâche? Oui, donc, ce qui change vraiment, c'est la nature. On est encore dans des IA conversationnelles, c'est-à-dire qu'on est encore en dialogue avec un système, sauf que plutôt que d'être un truc qu'on fait en un seul coup, est-ce qu'on va faire une demande et puis on va prendre le texte qui sort et on va s'en servir, on est en dialogue continu avec le but de créer, dans le cas de Claude Code, un morceau de code. Donc, on raffine, on parle des problèmes qui peuvent être rencontrés par le système lui-même, par l'utilisateur. Et ça change carrément la dynamique. De mon point de vue, je regarde beaucoup moins le code qui est créé qu'avant. Parfois, je vais aller voir à l'intérieur pour essayer d'aider la machine à se déprendre d'un problème dans lequel c'est pris les pattes. Mais en général, il y a une plus grande distance entre moi et l'artefact, le produit qui est créé. Mais donc, est-ce que vous êtes à même de constater ce qui était évoqué vers la fin du reportage de Yannick, mais qui découlait aussi de ce qu'on entendait, savoir cette job apocalypse, le fait que les pertes d'emplois peuvent vraiment survenir, notamment dans le milieu informatique, mais pas que. Je vous mentionne au passage, c'est cette semaine Jack Dorsey de l'application Block, qui était autrefois Square, qui a dit il y a 4000 personnes qui vont perdre leur emploi. C'est 40% de sa main-d'œuvre qui vont être remplacées par de l'intelligence artificielle. Avant lui, la compagnie Klarna avait fait encore pire. C'est 70% des employés qui avaient perdu leur emploi. 55 000 emplois seulement à l'échelle des États-Unis en 2025. Mais ça, c'est le premier jet, en quelque sorte. Donc, est-ce que c'est effectivement ce qui nous menace? Je vous dirais qu'on est dans la phase chaotique de l'intelligence agentique en ce moment. C'est-à-dire que ces entreprises-là ont des vies indépendantes, ça va bien, ça va mal, et là, on va utiliser ça comme prétexte, mais il y a de la vérité aussi à l'intérieur de ça. C'est difficile de démêler tout ça. Donc, on va avoir tendance, si on était un économiste, à dire non, ce Block ou l'ancien Square allait mal, donc c'est pour ça, c'est juste une excuse. De mon côté, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a une certaine vérité là-dedans. Mon travail à moi a changé, donc c'est évident que ça va changer pour les entreprises, mais ça prend du temps à mettre ça en place et ces analyses-là, parfois, ne vont pas reconnaître les difficultés qu'il va y avoir à implanter ça dans des organisations pour rester cohérent avec les obligations d'organisation, ce genre de choses-là. Donc, à mon avis, c'est vraiment la phase chaotique. Je vous fais entendre quelqu'un que vous connaissez bien, qui était en entrevue à France Inter cette semaine. C'est le chercheur en intelligence artificielle montréalais Yoshua Bengio. Écoutez-le. C'est très clair que leur but, c'est la profitabilité en réduisant le nombre de personnes nécessaires pour faire un travail. Alors, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que ça va créer une onde de choc terrible dans nos sociétés? C'est pas leur problème. Les métiers qui peuvent se faire aujourd'hui derrière un clavier, ça va être les premiers à être touchés. Donc, si vous faites un travail qui est plus manuel, ça va peut-être prendre plus de temps. Je pense aussi qu'il y a des emplois où les gens vont pas vouloir utiliser une IA, même si elle pourrait faire le travail, parce qu'on cherche un contact humain. Mais ça laisse beaucoup de gens sur le carreau. Ça laisse beaucoup de gens sur le carreau potentiellement. Et ça m'amène à vous demander, Philippe Beaudoin, quel est le niveau de préparation, de préoccupation des entreprises d'IA quant au bouleversement qu'elles vont créer? C'est difficile à savoir. J'écoutais en entrevue récemment la philosophe de Anthropic, Amanda, son nom de famille m'échappe. Là, mais, Anthropic, qui est l'entreprise qui a créé Claude. Exactement. Donc, l'entreprise qui a créé Claude. Et on lui a posé directement la question, à quel point vous souciez des pertes d'emploi, particulièrement. Et à quel point vous éduquez Claude à se soucier de ça aussi? Parce que c'est intéressant, quand on est en dialogue avec ce système-là, on est en dialogue d'une certaine manière avec la philosophie de l'entreprise qui l'a créé. Et sa réponse est quand même assez étonnante. C'était essentiellement de dire, c'est pas à Claude de régler tous les problèmes. Et d'une certaine manière, moi, j'entendais là-dedans, c'est pas à Anthropic de régler tous les problèmes.
On peut être d'accord ou pas avec ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'une entreprise comme Anthropic ou OpenAI puisse se dédouaner des impacts importants qu'ils vont avoir sur le marché du travail. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est une question sociale. C'est une question à laquelle on doit s'intéresser. Et quand on laisse des histoires un petit peu trop rosées du côté des entrepreneurs, on va nous dire ça va régler tous les problèmes, etc. Ou de l'autre côté, on dit ben non, on élimine des emplois parce que l'IA la remplace. Ce qu'on ne fait pas, c'est s'interroger vraiment sur la nature de l'emploi dans le futur, étant donné ces questions-là. Dans l'entrevue que vous avez fait entendre juste avant, le professeur Bengio disait une chose qui m'a frappé. Quand on lui a demandé, on lui a dit « Ah oui, mais c'est de la creative destruction. Hein, » de la destruction créative. La destruction créative. Il va y avoir d'autres emplois qui vont être créés. Et il a répondu du tac au tac « Mais lesquels? » Et c'est une question que je pose moi aussi depuis presque 5-6 ans à tous ceux qui me servent cette excuse-là. Elle ne me semble pas si évidente. On l'ancre dans l'histoire, on l'ancre dans les révolutions passées, mais c'est pas évident que cette révolution-là n'est pas de nature fondamentalement différente. Et il y a des forums où on en discute, notamment à l'OCDE, à l'Organisation internationale du travail, au Forum économique mondial, au Pacte numérique mondial de l'ONU aussi, mais il n'y a pas encore de décisions qui ont été prises. Il y a des recommandations parfois de certains groupes de travail, mais ce qu'on voit venir, compte tenu des milliards qui sont investis dans l'intelligence artificielle, c'est pas pour rien, parce qu'on sait qu'on va ensuite engranger d'énormes revenus, via notamment des pertes d'emplois. Mais comment va-t-on redistribuer cet argent-là? Et souvent, on le voit comme une question à être décidée par les pays, par les formes de gouvernance globale. Mais à mon avis, ce qu'on ne fait pas assez, c'est la conversation qu'on doit avoir sur le terrain avec les gens affectés. Se donner des forums ou des endroits où est-ce qu'on peut aborder ces questions-là sans avoir la peur au ventre, sans avoir l'impression qu'il en découle de notre futur ou du futur de nos enfants. Il faut qu'on soit capable, à mon avis, d'avoir des conversations de cette nature-là. Mais ça va être compliqué quand même parce que redistribution des revenus, par exemple, ou des profits pour une entreprise américaine, mais qui, par ailleurs, vend ses produits et services à l'étranger, que des Africains utilisent, est-ce qu'on va leur redonner une partie des profits? C'est invraisemblable. Ça ne connaît pas de frontières. En fait, les frontières existent au sens où les grandes entreprises d'IA aujourd'hui qui vont être en mesure de générer tous ces profits-là et qu'on pourrait s'imaginer redistribuer, on va voir la redistribution affectée par ces frontières-là. Donc, est-ce que la redistribution va avoir lieu à l'intérieur des États-Unis, mais elle ne va pas dépasser les frontières américaines? Ce sont des questions vraiment, vraiment fondamentales et on peut essayer de les résoudre dans ces grands forums-là, mais à mon avis, il faut commencer à travailler avec le cœur des gens puis essayer de voir comment eux voient le futur. Le cœur des gens, c'est bien dit. Je vous fais entendre quelqu'un d'autre. Il s'appelle Dario Amodei. C'est le PDG d'Anthropic. We don't want to sell something that we don't think is reliable, and we don't want to sell something that could get our own people killed or that could get innocent people killed. On ne veut pas vendre quelque chose qui ne serait pas fiable ou qui pourrait entraîner des morts de citoyens innocents. Et ça, c'est pas un hasard qu'on ait choisi M. Amodei de vous faire entendre tout ça. C'est un affrontement qui a eu lieu véritable cette semaine avec le Pentagone qui voudrait pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent avec la technologie d'Anthropic. Et pour la première fois, vous me corrigerez, mais un PDG a dit non, il n'en est pas question pour la surveillance de masse et aussi pour ce qui concerne les armes autonomes. C'est un moment important qu'on est en train de vivre en ce moment, Philippe Beaudoin? Oui, c'est clairement un bras de fer qu'on voit entre le gouvernement américain, le département de la guerre et Anthropic. Et c'est intéressant que ça arrive à ce moment-ci. Je pense qu'il y a une reconnaissance de la part d'Anthropic de l'impact de cette intelligence artificielle agentique-là. Je crois que, évidemment, ils s'en servent à l'interne autant que moi je m'en sers, sinon plus. Ils sont en mesure de voir l'impact que ça a sur leur propre cycle de développement, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes admis que l'intelligence artificielle aujourd'hui développe l'intelligence artificielle de demain, parce que, bon, elle se programme, si on veut, d'une certaine manière elle-même. Quand on remarque tout ça, quand on a le nez dedans, on ne peut que présager des impacts que ça aurait si c'était entre les mains de quelqu'un dont l'objectif est la guerre, dont l'objectif est le contrôle de la population, l'attaque des populations d'autres pays. Donc, à mon avis,
la pression ressentie par Dario Amodei et l'ensemble de ses effectifs à l'intérieur d'OpenAI, ça bouillonne. Là. Les employés ne veulent pas voir le produit sur lequel ils développent être utilisé de cette manière-là. À mon avis, il n'y a pas eu le choix de mettre le pied à terre et de dire non. Pas notre produit. Mais vous évoquez OpenAI. Il y a eu une lettre signée par des employés d'OpenAI et aussi de Google cette semaine qui appuyait en quelque sorte M. Amodei en disant on ne veut pas aller dans cette direction-là, nous non plus. Cela dit, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, lui semble avoir courbé les chines, mais jamais autant que Elon Musk avec Grok et avec ses propres outils. Lui qui est prêt à donner carte blanche au Pentagone. Oui. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour dire oui. Exactement. Et ça fait longtemps qu'on parle du fait que les valeurs de ces différentes entreprises-là ont un impact direct quand on a une technologie comme ça. Et c'est là qu'on les voit. On les voit, ces différentes valeurs-là, qui vont donner des refus catégoriques, ou en tout cas catégoriques comme ce qu'on voit chez Anthropic, des refus un petit peu plus modérés comme ce qu'on voit chez OpenAI. Et Grok, qui dit, oui, allez-y. Et c'est là que c'est important de voir que c'est la diversité qui tient tout ça. C'est pas de dire qu'il y a une bonne façon de faire, une mauvaise façon de faire, c'est de remarquer qu'on est face à des oligopoles de valeurs, en tout cas, ou de culture, qui font en sorte que aujourd'hui, c'est la situation est-ce qu'elle est. On peut pas faire grand-chose contre ça. Je pense à une expérience qui a été tentée, c'est en 2024, où des intelligences artificielles étaient appelées à résoudre un conflit et chacune d'entre elles, conflit militaire, entendons-nous, chacune d'entre elles, ou dans 90-95% des cas, ont fini par déclencher une frappe nucléaire. Ça nous en dit long sur l'importance de garder un humain dans la boucle décisionnelle. Absolument. Et même quand on dit qu'il n'y a pas d'humain dans la boucle décisionnelle, il y en a toujours. C'est-à-dire, la manière dont on entraîne ces systèmes-là reflète les valeurs des humains qu'il y a derrière. On l'a toujours dit. Ils nous imitent. Voilà. Donc, on peut dire qu'ils nous imitent. On peut dire qu'on s'imite les uns les autres aussi. Donc, il y a des limites à ça. Mais en ce moment, ces IA-là imitent un très, très petit nombre de personnes qui ont un ensemble de valeurs qui est très particulier. On parlait d'énergie nucléaire en première heure. Il nous reste 50 secondes, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque chose qui ressemblerait à l'AIEA, donc un organisme de contrôle qui veillerait à ce que l'intelligence artificielle soit développée de la manière la plus éthique possible? Oui, mon expertise n'est pas dans la meilleure manière de gouverner ça, mais de dire que ça prend des mécanismes de gouvernance globaux, c'est très, très important. Et de dire que c'est, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit plus tard, dans le cœur des gens, de s'assurer qu'on ne se déconnecte pas de la population, qu'on continue d'insister sur le fait qu'on est dans la période chaotique, que c'est nuancé, que les décisions à couper au couteau, c'est peut-être pas les bonnes à adopter en ce moment. Philippe Beaudoin, c'était un vrai plaisir de vous recevoir ce dimanche. On va vous donner un autre rendez-vous. Ça, c'est sûr, ça va se produire. Merci encore. Merci à vous. Pour nous écouter en rattrapage, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio ou sur la page web de l'émission.